Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir le public, merci beaucoup d'être là, vous êtes magnifiques. Très heureux de vous accueillir ce soir les amis sur le plateau de Backseat. Merci d'être là. Bonsoir à vous qui nous regardez sur Twitch. Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Le chat, vous êtes avec nous sur le plateau comme d'habitude. Bonjour si vous nous regardez aussi sur YouTube ou si vous nous écoutez en podcast. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver les amis. Surtout que je ne suis pas seul dans cette très belle émission. Je suis très bien entouré. Je suis avec Léa. Salut Léa. Bonsoir. Comment tu vas? La pêche. La pêche? Ouais, grosse pêche. Léa, tu es la fondatrice du Mediapopol. Oui, tout à fait. Tout se passe bien? Écoute, ça va, ouais. Des petits projets en cours, un dossier de subvention déposé, on croise les doigts, ça va être assez décisif pour le média. N'hésitez pas à faire des dons quand vous aurez fait des dons à Backseat, bien entendu, si vous reste un peu d'argent de poche. Non, la pêche, ouais, carrément, ouais, très contente d'être là. Et bah ça fait très plaisir de te retrouver, on est aussi avec Sacha. Salut Sacha. Hello. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça roule, content de te retrouver également. Tu es journaliste sport chez France Télévisions. Toujours. Est-ce que tout roule pour toi? Tout roule. Est-ce que t'es prête pour les JO? Pas du tout. Qui est prêt pour les Qui JO? est prêt pour les Jeux? Non, honnêtement, je pense que sportivement, ça va être un super moment. Ouais. Je pense que pas sportivement, ça va être un peu moins cool. Oui, voilà, c'est ça, il n'y a que le sport qui va bien se passer. Exactement. On est aussi avec Latifa. Salut Latifa. Salut tout le monde. Ça va? Oui, ça va, je te remercie. Content de te retrouver Latifa. Tu es présidente d'une association qui s'appelle Le Mouvement. Oui, c'est ça, on fait de la mobilisation citoyenne et des pétitions et plein d'outils digitaux pour permettre aux gens de se faire entendre. Et bah c'est trop cool. Je suis vraiment content de vous avoir toutes les trois ce soir autour de moi pour cette émission spéciale. On est en partenariat avec le Parlement européen pour cette émission. Vous savez, tout au long de cette année, on va faire plusieurs émissions en partenariat avec le Parlement européen pour vous inciter à aller voter le 9 juin prochain pour les élections européennes. Sur ce plateau, en deuxième partie d'émission, nous recevrons deux invités politiques, deux candidates à l'élection européenne. Il s'agira de Manon Aubry pour la France Insoumise et de Marie-Pierre Vedrenne pour Renaissance, qui seront avec nous tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Avant qu'on commence l'émission, j'ai deux annonces à vous faire. Ah. Vous allez être gâtés, hein? Vous allez être gâtés. Ah ouais, non, vous allez être gâtés. La première annonce, je vous annonce que la semaine prochaine, Backseat sera à Avignon pour le festival Frames. Frames, c'est un festival de créateurs de vidéos sur Internet qui a lieu depuis plusieurs années, chaque année à Avignon. Et cette année, on est partenaire de Frames et on sera donc à Avignon pour une émission spéciale qui n'aura pas lieu donc le jeudi, mais le samedi. Samedi à 14h dans le théâtre qui s'appelle La Scala, qui est un théâtre de 600 places à Avignon. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une émission Backseat spéciale Frames. Si vous faites partie de nos abonnés du club Backseat qui habitaient en région PACA, vous allez recevoir un mail. Il y a 3 passes week-end à gagner pour le Frames. Et sinon, si vous habitez près d'Avignon et que vous voulez venir nous voir ce week-end-là, prenez vos places sur le site de Frames. Ils ont un tarif réduit pour les étudiants et pour les chômeurs, je crois. Et donc, venez nous voir, j'aurai vraiment grand plaisir à vous retrouver. Donc, Backseat aura lieu le samedi à partir de 14h en direct d'Avignon. Il y aura également le documentaire Backseat qui sera diffusé à Avignon également à 17h45 le dimanche. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans le programme de Frames. Donc voilà, on va refaire une diffusion en public pour vous retrouver avec nous dans un cinéma. En plus, c'est un des plus vieux cinémas de France, j'ai appris ça, qui s'appelle le Vox. Et nous serons donc au Vox pour faire une discussion avec vous du documentaire Backseat. Deuxième annonce à vous faire, justement le documentaire Backseat. Le documentaire Backseat, il sera disponible sur YouTube ce dimanche à 18h. Voilà, il sera disponible pour tout le monde. Pour l'instant, il est disponible que pour les personnes qui soutiennent financièrement l'émission Backseat, c'est la moindre des choses. Mais à partir de ce dimanche 18h, le documentaire Backseat 2023, l'année où tout s'est embrasé, sera en libre accès sur la chaîne YouTube de Backseat. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, lâchez votre meilleur pouce bleu, vous connaissez. Donc voilà, ça c'était les deux annonces que je voulais vous faire avant qu'on commence cette émission. Vous êtes... attends, à Frames, on sera avec qui? Il y aura toi, Léa, il y aura Usul et Antoine Bristiel. Tout à fait. On sera tous les trois, ouais, ça va être cool. Monsieur le docteur Antoine Bristiel qui sera avec nous en direct du festival Frames. Ça va être trop cool. Chers amis, je vous propose qu'on parle de politique, ça vous dit? Oh non. Oh non, trop casse-couille. On va quand même parler de politique, surtout si vous n'êtes pas habitué à entendre parler de politique, vous êtes sur la bonne émission. C'est parti pour l'actualité de la semaine. Alors, dans l'actualité cette semaine, hier, il s'est passé quelque chose de particulier à l'Assemblée nationale. Hier, mercredi, c'était pas les questions au gouvernement, c'était les questions à Gabriel Attal. Un nouveau format de séance de questions. La tête de Sacha. Quoi? Sacha, t'es déprimée dans ce Non, je sais pas. Si t'étais comme ça, genre. Ah ouais.
Bon, bah, tu vas nous expliquer pourquoi ça te déprime quand je dis question à Gabriel Attal, donc une nouvelle séance à l'Assemblée nationale où le Premier ministre était le seul au banc du gouvernement à répondre aux questions. Il y avait une question par groupe politique, il répondait à chacune des questions et en 3 quarts d'heure, c'était plié. C'est un peu intéressant comme séance parce que ça interroge l'image qu'essaye de donner Gabriel Attal. Est-ce que c'est moi, Gabriel Attal, seul face aux oppositions ? Moi, je trouve ça intéressant dans le sens où c'est d'abord une volonté de Yaël Braun-Pivet de redynamiser un peu cet aspect de la démocratie qui sont les questions au gouvernement et pendant lesquelles le mercredi après-midi, les députés n'y allaient pas parce que ils finissaient de déjeuner ou je ne sais quoi. Et parce qu'on s'y fait chier. Et voilà. T'es bien placé pour dire ça rapidement, c'est un peu le débat. Après, que ce soit Gabriel Attal ou un autre, ça assoit forcément la personnalité du Premier ministre face à sa majorité et à toutes les autres oppositions. Je m'étais dit, l'exercice va être intéressant. Le problème, c'est que les députés n'ont posé des questions que l'on pouvait retrouver au CAG classique du mardi, donc finalement, il n'y avait pas un intérêt... C'est vrai que les questions n'étaient pas très ciblées. Non, on avait des questions ultra précises sur Athos des Républicains, par exemple. Enfin, des questions qui auraient pu être posées à Bruno Le Maire, en fait, pour le coup. Et je veux bien que le Premier ministre soit un peu le capitaine de la politique, etc. Mais il ne peut pas avoir réponse à tout non plus sur des dossiers qui sont aussi précis, pour le coup. Grave. Donc j'ai un peu du mal. Enfin, pour moi, l'exercice n'est pas super réussi pour le coup, mais ça vient et des oppositions qui n'ont pas posé des questions qui étaient ultra pertinentes, ni de Gabriel Attal qui finalement c'était un peu le one-man show pendant 45 minutes habituel, quoi. Comment est-ce qu'on est Premier ministre dans un système aussi présidentialisé que la Ve République macronienne ? C'est un peu ça la question que ça pose. Est-ce que Gabriel Attal essaye de faire revivre la fonction de Premier ministre ? Léa ? Alors, ce qui est certain, c'est que il communique beaucoup. Bon, ça, c'est assez évident, et c'est ce à quoi on s'attendait. Hein. Par ailleurs, je me souviens qu'au lendemain de sa nomination, tout le monde disait que ça allait être un super, pas Premier ministre, mais un super porte-parole du gouvernement, etc. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer. On se rend bien compte, très concrètement, qu'il s'enferme dans des exercices de communication sans cesse. Il est omniprésent, mais vraiment omniprésent. Que ce soit à l'Assemblée nationale, pendant le Conseil des ministres aussi, où il prend beaucoup de place, mais aussi dans les médias, donc il y a quand même ça. Et par ailleurs, entre-temps, il se prend des sacrées claques politiques. Parce que là, on est quand même à la veille d'une élection où le parti de la majorité présidentielle est quand même assez mal barré, il faut le dire. Hein, les élections européennes, on voit bien que là, ils perdent de plus en plus de points. Plus les jours passent et plus ils s'enfoncent. Il y a potentiellement LR qui dit déposer une motion de censure sur le budget, donc ça pourrait potentiellement arriver à l'été sur le PLFR, oui, c'est ça. Ouais. Projet de loi de finances rectificative, donc c'est quand même... qui devrait arriver là dans quelques semaines, je crois. Qui devrait arriver dans quelques semaines. Cet après-midi, contre l'avis du gouvernement, une bonne partie de la majorité a voté une proposition de loi de l'opposition. Donc en fait, il est là, il est très présent, il fait énormément de com', mais politiquement, il se prend des grosses raclées. Et je pense que c'est peut-être pour cacher ses échecs politiques qu'il est dans la surcommunication, mais je pense que c'est aussi peut-être un peu lié à sa personnalité, effectivement. Est-ce que c'est pas le pare-feu d'Emmanuel Macron, un peu le bouclier, entre guillemets ? En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment de retour à la vision gaulliste de la pratique du pouvoir politique, c'est-à-dire la politique intérieure au Premier ministre, la politique extérieure pour le président. Ouais. Ça fait 2 semaines qu'Emmanuel Macron est au Brésil, il est en Guyane, et on n'entend plus du tout parler de politique intérieure, sauf pour engueuler ses ministres quand ça va pas dans son sens. Donc voilà, pour moi, Emmanuel Macron l'a mis volontairement dans cette position de bouclier. Sur l'omniprésence médiatique de Gabriel Attal, je vois encore une comparaison avec l'époque sarkozienne. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, Nicolas Sarkozy, il était appelé l'omniprésident, l'hyper-président. Il était tout le temps à la télé, tous les matins, 7h du mat, dans des commissariats, avec des gyrophares, avec des télés. C'était le début d'ailleurs des télés en continu. En tout cas du grand succès des chaînes de télé, d'information en continu. Pardon. Donc là aussi, il y a quelque chose qui s'inscrit vraiment dans les pas de Nicolas Sarkozy, dans cette volonté d'être toujours aussi présent. Il y a 2 éléphants dans la pièce dont on n'a pas encore parlé, qui sont dans le gouvernement. C'est Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Est-ce que c'est ces 2 adversaires à Gabriel Attal, Latifa ? Oui, enfin...
Aussi par rapport à ce que tu disais au début sur qu'est-ce que ça signifie être Premier ministre sous la 5e avec un président comme Emmanuel Macron, ce qui change, je pense que c'est qu'il est dans son 2e mandat, il n'en fera pas d'autres. Donc forcément, il y a des petites choses qui bougent. Et lui, il y a peut-être d'autres sujets qui l'intéressent, bon, peut-être internationaux, mais aussi voilà, ce jeu entre Darmanin, Le Maire et Attal. Et voilà, dans un genre de cynisme politique, je pense que ça doit aussi l'amuser de voir, ah bah tiens, comment lui se débrouille, est-ce qu'il lui laisse un peu d'espace pour voir quelle posture Gabriel Attal va prendre, d'une part parce qu'il veut aussi ne plus être le petit d'Emmanuel Macron, voilà, comme c'est depuis le début. Mais voilà, oui, c'est entre guillemets un jeu à observer, mais c'est marrant de l'observer, je trouve, aussitôt, parce que voilà, la fin du mandat, elle n'est pas non plus pour demain, mais qu'il y ait déjà toutes ces questions-là et toutes ces postures-là qui sont présentes, ouais, ça interpelle un peu, parce qu'il y a aussi un pays à gérer par ailleurs. Oui. Mais je pense qu'Emmanuel Macron entretient volontairement le truc. On a vu Gabriel Attal qui reprenait son ministre de l'économie en direct sur le plateau de TF1 la semaine dernière. Il y a des petites informations dans Le Point ou dans des médias comme ça qui nous disent qu'Emmanuel Macron ne répond plus au téléphone à Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire qui a été dédié en mini conseil des ministres fin mars, selon une info du Figaro, où Emmanuel Macron lui a dit « ça fait 7 ans que t'es là, qu'est-ce que tu fous ?» en gros. Donc je pense que Emmanuel Macron prend un plaisir un peu malsain à les voir un peu s'entretuer entre eux. Et est-ce que le vainqueur ne sera pas finalement le candidat adoubé par Emmanuel Macron pour 2027 ? C'est ça le challenge, Léa. Bah ouais, c'est vrai. Ce que vous disiez, et surtout ce que tu disais, Latifa, par rapport à Darmanin. Moi, je me souviens quand Attal a été nommé, le nom de Darmanin était aussi dans les tuyaux par rapport à Matignon, pour éventuellement rejoindre Matignon. Et on s'était dit, d'ailleurs, je crois, sur ce plateau, qu'il était potentiellement en train de faire ça pour faire chier Darmanin. Enfin, moi, je l'ai un peu vu comme ça, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, Darmanin était en train de préparer le projet de loi immigration, qui devait être son grand projet, qui devait le propulser sur le devant de la scène politique, qui finalement lui a mis un peu une claque. Mais je pense que tout ça, c'était un peu calculé. Et effectivement, il doit y avoir un semblant de cynisme, ou un cynisme certain, plutôt, disons-le, de la part d'Emmanuel Macron, à les voir se tirer un peu dans les pattes et à organiser de manière assez volontaire la concurrence au sein du gouvernement et au sein des poids lourds du gouvernement. Et finalement, ça fonctionne assez bien, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une unité au sein du gouvernement. Là, c'est assez compliqué, la gestion actuelle. On voit aussi que, même à l'Assemblée nationale, il commence à vraiment à avoir... des velléités d'indépendance. Bah ouais, ça s'est vu cet après-midi encore. Je veux dire, il y a un certain nombre de députés qui sont là depuis 7 ans, qui ont le sentiment d'être là à marcher au doigt à la baguette du chef. Les gens en ont un peu marre. Gabriel Attal était censé être celui qui allait recomposer la majorité présidentielle, parce qu'il connaît bien le Parlement, parce que tout le monde l'aime bien, etc. Ça marche pas si bien. Ça fait 3 mois, il se prend plein de claques politiques, je le rappelle. Ouais. Moi, je donne pas cher de sa peau. Après, Gabriel Attal, il avait aussi pour mission d'être un rempart face à Jordan Bardella. C'était aussi ça, la volonté de faire monter un jeune talentueux macroniste au poste de Premier ministre pour faire une parade à la jeunesse et à l'apparence de compétences de Jordan Bardella. Est-ce que c'est une mission qui est d'ores et déjà un échec ? Ouais. J'entends l'argument politique, etc. Mais moi, au début, c'est vrai que je m'étais dit, oui, est-ce que c'est pas aussi presque que journalistique, où les gens veulent voir, enfin en tout cas où les journalistes ou les observateurs, tu vois, veulent voir un peu ce duel-là, Attal, Bardella, etc. Mais c'est... c'est un échec, parce que finalement, je sais même pas qu'est-ce qu'on peut citer. Léa a cité les échecs et tout pour Gabriel Attal, mais franchement, là, tout de suite, à part son chien et le fait qu'il dorme 4 heures... Ouais, on n'a pas retenu grand-chose, La constitutionnalisation de l'IVG, il va le prendre à son coin. Ouais, mais c'est Macron, surtout, en fait. Oui. C'est même pas Attal qui va en bénéficier. Si on revient sur cet exercice des questions au gouvernement, le fait d'en faire des questions au Premier ministre, est-ce que c'est une bonne évolution ? Est-ce qu'il faut revoir le format des questions au gouvernement ? C'est un format que je connais bien, parce que ça fait presque 10 ans maintenant que je le commente sur Twitch, même si j'ai arrêté depuis quelques mois. C'est un format qui a besoin d'évoluer. On voyait effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Sacha, les députés se barraient de plus en plus de cette séance, ne pas y assister, ne pas y voir l'intérêt. C'est une séance très très mise en scène, où chacun vient faire sa petite vidéo Twitter parfaitement timée, y compris le gouvernement d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose à réinventer dans le parlementarisme et dans cette mise en scène du contrôle du Parlement par le
Il faudrait que du gouvernement par le Parlement. C'est intéressant comme il faut que le Parlement retrouve son pouvoir, en fait. C'est pas tant le problème, c'est pas les QAG. Je veux dire, les QAG, c'est juste un moment, effectivement, dans la vie politique hebdomadaire. Moi, je trouve que c'est un moment important parce qu'au-delà du show et de Twitter et compagnie, effectivement, c'est de plus en plus mis en scène. Néanmoins, il y a quand même des déclarations politiques qui sont assez importantes. Il y a aussi des sujets qui émergent dans le débat politique, dans le débat public. Je veux dire, des associations font porter des questions au gouvernement par des députés, des sénateurs, sénatrices, pour faire émerger les questions dans le débat public et politique. Donc c'est un moment important qu'il ne faut pas négliger et où on voit aussi les rapports de force politiques, on voit aussi émerger des personnalités politiques. Moi, je pense que c'est plus un rapport exécutif et législatif qu'il faut questionner, notamment dans son exercice actuel et l'omniprésence du pouvoir exécutif, que les questions au gouvernement en soi, quoi. C'est vrai que ça intervient au moment d'une période où le gouvernement a annoncé vouloir ne pas passer par le gouvernement, ou en tout cas réduire les passages devant le Parlement, faute de majorité. On va le rappeler une millième fois, Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ils ont besoin de composer avec d'autres groupes, et on voit à quel point c'est difficile sur beaucoup de textes. Et donc le gouvernement... Et donc il y a quasiment un échange. C'est-à-dire, on va moins passer par vous, les gars, par contre on vous envoie Gabriel Attal une fois par semaine. Ça va, on est quitte, vous êtes contents? C'est un petit peu ça. Et en même temps, le Parlement, de son côté, commence à exister aussi par son propre travail. On voit par exemple la commission d'enquête sur l'attribution des canaux TNT. On en parle beaucoup parce que ça a auditionné des personnes très célèbres. Du coup, le Parlement, là, il existe. On voit le travail d'une commission d'enquête. On en parlera dans le deuxième sujet de la semaine tout à l'heure, la proposition de loi qui a été adoptée aujourd'hui pour lutter contre les PFAS, les polluants éternels. Donc voilà, le Parlement existe, il essaye de vivoter, mais j'ai l'impression que c'est quand même encore limité, quoi. Je pense que les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal au CAC, pour le coup. Au QAG, parce que on en tire finalement que les moments d'éclat, que Olivier Dussopt qui hurle sur les députés de l'opposition, que Gabriel Attal qui montre la photo de son chien alors qu'on en a rien à foutre, ou que Elisabeth Borne qui vapote sa clope à l'Assemblée. Enfin, on a que des images comme ça de ces CAC qui, en plus, leur donnent du coup une mauvaise image dans l'opinion publique, pour le coup, parce que nos journalistes avons le tort de ne reprendre que des extraits comme ça et d'en faire des papiers. Au lieu de faire, je sais pas, des comptes rendus de QAG ou des trucs comme ça, je pense que les médias ont leur responsabilité. Exactement, leur responsabilité dans la perte d'intérêt de ces questions au gouvernement. Alors que, à regarder, franchement, moi je trouve ça super sympa. Ça me fait toujours... Non, c'est vrai. Oui. Ça reste un vraiment... C'est ce que j'ai toujours basé mon activité sur la critique. En plus, il faut s'y connaître un minimum pour trouver ça sympa. Et ça reste quand tu n'y connais rien en politique, c'est un cauchemar. C'est vraiment... Et tu n'en vois que le théâtre. Tu n'en vois que le théâtre. Et je trouve même que la diffusion des questions au gouvernement sans commentaire, c'est faire le jeu de l'antiparlementarisme. C'est donner à bouffer à ce discours de toute façon c'est tous des branleurs, c'est une cour de récré, etc. Il n'y a pas de conviction là-dedans, tout ça c'est que de l'intérêt. Etc. Alors que ça reste un outil fondamental de la vie parlementaire. Parce que finalement, quand il réfléchit bien, qu'est-ce que le Parlement a à disposition pour contrôler l'action du gouvernement? Là, les CAG, c'est à la fois pour contrôler l'action du gouvernement, effectivement, mais c'est aussi pour que le gouvernement se positionne sur certaines questions de politique publique. Donc, hormis les QAG, les débats au sein de l'hémicycle, mais qui sont quand même globalement organisés par le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a la main sur l'ordre du jour de l'Assemblée et du Sénat. Et puis, les questions écrites, finalement, il y a assez peu d'outils qui permettent aux députés, aux sénateurs, sénatrices de s'exprimer en direct et obtenir des réponses de la part du gouvernement. C'est vrai, tu as les auditions en commission, mais c'est très différent. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est assez intéressant. Moi, un outil que j'aime encore plus que les QAG, c'est les questions écrites. Parce que quand tu regardes les questions écrites, tu vois que c'est des questions qui sont très techniques. Des questions de genre, OK, vous avez promis un décret d'application sur telle et telle loi qui va permettre, je sais pas, le report de telle modification, telle réforme pour tel secteur d'activité, enfin des choses très très techniques, concrètes, dont on ne parle jamais. Et là où, effectivement, ça peut faire avancer la vie parlementaire, la vie politique, et ça, c'est pas très valorisé non plus. Et puis le format est imbuvable. Une question, une réponse, un temps limité de... Ouais, c'est ça. T'as pas d'aller-retour, t'as pas de rebond, t'as pas de... Après, c'est un format un peu à la britannique. Ils ont ça aussi au Royaume-Uni, avec l'engueulade quotidienne, hebdomadaire entre le Premier ministre et le shadow cabinet de l'opposition. Je suis complètement d'accord avec toi, ça fait partie de
la vie parlementaire, ces moments, ces instants où le Parlement joue son rôle de contrôle. Ça a été inventé en France par Giscard, figurez-vous, en 1974. Les questions au gouvernement, c'est lui qui s'est dit ce serait bien qu'il y ait une séance comme ça chaque semaine. Et il a inventé comme ça, et ça a été télévisé dans les années 80. Là, tu as imité Usul qui imite... Oui, j'ai imité Usul qui imite Giscard. Ouais. Très, très mauvais imitateur. Moi, toujours, ça bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais en tout cas, oui, sur l'aspect démocratique et tout, mais ça permet aussi d'avoir vraiment un positionnement. Parce que, comme tu disais, il y a eu tout un travail, aussi d'association auprès de députés pour dire non, il faut absolument poser cette question parce que pour avancer dans tel combat, on a besoin de savoir exactement ce que le ministre pense et qu'il le dise en fait devant tout le monde. Parce que même si c'est su, au moins tu es là où il le dit. Et en fait, tu peux relancer soit une mobilisation citoyenne, soit, voilà, peu importe ce que c'est, mais un travail pour dire voilà, on est sûr que voilà, ce positionnement c'est celui-là, allons-y. Et en fait, c'est parce qu'on a... Il n'y a pas d'autre moyen sinon d'avoir ça et de savoir ça, parce que finalement, à part si on est journaliste et qu'on pose la question, mais quand on n'a pas accès à ces sphères-là médiatiques, on a souvent plus accès à son député pour porter ces questions-là, quoi. Et notamment, c'est à ça que servent les questions écrites dont parlait Léa tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les députés ont la liberté, et c'est même un droit constitutionnel, de poser des questions par écrit au gouvernement en leur demandant des comptes sur qu'est-ce que vous foutez dans tel dossier, etc. Problème, il y a un embouteillage monstrueux des questions écrites et les réponses mettent 6 mois à 1 an pour arriver. Entre-temps, la loi a changé 4 fois. Ouais, parfois, il y en a qui... Bon, le mandat est terminé, les questions tombent, on n'a jamais de réponse. Ouais. Non, mais parfois, tu as quand même des réponses. Mais au moins, ça existe. Mais c'est vrai que c'est très aride et c'est limité à un petit cercle. Et pour les journalistes, c'est extrêmement important. Effectivement, ils trouvent des éléments. Et même les juristes aussi. Tu comprends aussi, moi j'adore analyser les questions écrites pour voir les mouvements de pression auprès des parlementaires. Tu vois, par exemple, le nombre de parlementaires qui reprennent l'UFC Que Choisir, c'est les meilleurs. C'est-à-dire que quand ils poussent des questions auprès des parlementaires, les députés, les sénateurs, sénatrices s'en foutent, prennent vraiment des copier-coller. Et t'en as, mais à l'appel. C'est hallucinant. Ouais. Je dis, regardez un jour, tapez UFC Que Choisir et questions écrites, c'est vraiment hallucinant, quoi. Autre sujet dont on voulait parler aujourd'hui, ce jeudi 4 avril, c'était une niche parlementaire. Donc au cours de cette journée, c'était un groupe minoritaire à l'Assemblée nationale qui avait la possibilité de fixer l'ordre du jour des discussions et donc de défendre ses propositions de loi. Aujourd'hui, c'était le groupe Écolo et ils ont défendu une proposition de loi pour limiter le recours aux polluants éternels. C'était une proposition de loi de Nicolas Thierry. On parle de plus de 4000 composés chimiques aux propriétés très diverses. C'est des composés chimiques qui sont très utilisés depuis les années 50 pour le textile, les emballages alimentaires, les revêtements anti-adhésifs, etc. Le problème, c'est qu'elles contiennent toutes des liaisons carbone-fluor qui sont des liaisons chimiquement extrêmement stables. Le résultat, ça veut dire que ça se dégrade pas, donc ça pollue éternellement. Je vous ai fait la version hyper courte. Latifa, tu voulais nous en parler de ce sujet, c'est quoi le problème ? Oui, c'est effectivement, sur ces polluants éternels, ce serait presque poétique si c'était pas toxique, mais c'est leur présence. En fait, ce qui est marrant, c'est que juste pour un retour en arrière, ça avait été interdit, notamment aux États-Unis en raison de la toxicité, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste un peu modifié la molécule. Donc en fait, quand on interdit une telle molécule, mais quand on en fait une autre avec les mêmes effets à côté, bon bah ça, pour simplifier, c'est autorisé. Le problème, c'est effectivement le fait que ça reste super longtemps dans l'air. Dans l'eau, enfin partout. Dans nos corps aussi. Ouais, dans nos corps. Par exemple, on parlait du mascara waterproof, où on en trouve, dans les vêtements, dans tout ce qui est... on conserve les aliments, et aussi dans les aliments en eux-mêmes à cause de l'eau et à cause de ce qu'on utilise pour ça. Notamment 2 ONG, je crois, ont fait un rapport, et par exemple, entre 2011 et 2021, on trouve plus de 200% de ces polluants-là dans les fruits et dans les légumes. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Ça fait 1 an, je crois, que ce député pousse cette proposition de loi. Et là, c'est pareil, quand il y a une niche parlementaire au sein des groupes, chaque député se bat pour que ce soit sa proposition de loi, parce qu'ils n'ont pas, ils ont qu'une journée pour que ça passe. Et donc lui, il a réussi. Et donc le résultat, c'est que ça va être interdit à partir de début 2026 pour cosmétiques et habillement, mais pas pour les ustensiles de cuisine. Et peut-être que si vous avez vu sur les réseaux sociaux, on parlait beaucoup de la présence dans les poêles, notamment de ces polluants-là.
Mais Seb, le groupe, s'est mobilisé et donc a obtenu que en fait, ils ont réussi à se mettre d'accord sur une date à partir de laquelle ce serait interdit. Il y avait une mobilisation d'employés de chez Seb qui étaient devant l'Assemblée nationale, qui faisaient beaucoup de bruit, et ils ont, semble-t-il, été entendus puisqu'un amendement a été adopté par Renaissance, les Républicains et le Rassemblement national, main dans la main, pour exclure, si j'ai bien compris, les ustensiles des limitations, parce que les PFAS, les polluants éternels, on les retrouve notamment dans les revêtements des poêles à frire. C'est ça. C'est notamment là qu'on en parle beaucoup. Si ça vous intéresse, c'est un sujet que Camille Etienne et le réalisateur Solal Moisan abordent dans un docu que vous pouvez voir sur YouTube. Si le sujet vous intéresse, ça s'appelle Toxic Bodies. Toxic Bodies, réalisé par Camille Etienne et Solal Moisan. Très très bon documentaire qui aborde ce sujet-là et qui est sorti là il y a quelques semaines, juste avant que la proposition de loi soit adoptée. Le timing est parfait et il faut vraiment saluer ce travail parce que c'est un énorme travail de sensibilisation du grand public qui a été fait par Camille Etienne et Solal Moisan. Et j'ai vu passer tout à l'heure sur Instagram une interview de Camille Etienne par Libération où elle disait à quel point elle avait reçu des pressions, des menaces physiques, etc. après la sortie de ce documentaire. Donc on voit aussi quand même le poids des lobbies de la chimie, de l'agrochimie en France, où il y a vraiment encore il y a quelques lobbies qui sont très forts en France. Tu as le nucléaire, tu as la chimie, tu as l'agrochimie, qui sont vraiment... et les armes aussi, bien sûr. Mais il y a vraiment un gros sujet, parce qu'on en parle assez peu. Les armes, on en parle beaucoup. Le lobby nucléaire, on en parle beaucoup. Mais de la chimie et agrochimie, on en parle assez peu. Et on voit à quel point ils ont été à la manœuvre. Parce qu'en réalité, si la PPL n'avait pas eu de chance d'être adoptée, ils étaient tous en train de pioncer. Et puis d'un seul coup, ils se sont réveillés. Parce que certes, elle a été rejetée en commission. Mais après, il y avait quand même de fortes chances pour qu'elle soit adoptée en séance publique, et ça a été le cas. Donc il y a quand même aussi ça qu'il faut souligner, et puis le travail aussi des activistes qui est vraiment entravé par ces actions de lobbyistes qui ont des trolls, qui viennent te harceler sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens, j'avais eu ma première vague d'harcèlement, c'était de cyberharcèlement. C'était quand j'avais fait un docu audio sur les déchets radioactifs. Ah oui, c'est vrai. Et ça avait été d'une violence assez hallucinante. Et après, on m'avait expliqué comment ils s'organisaient, les bots, etc. Et j'avais découvert un monde assez hallucinant. Donc, soutien, bien entendu, à Camille Etienne, qui est en train qui se prend une sacrée sauce, et l'importance du travail qui est fait. Et c'est intéressant, moi je trouve que c'est des moments intéressants dans la vie de la société civile, quand le civil et le politique se rejoignent. Là, on voit qu'il y a ce documentaire qui sort 2 semaines avant que que la proposition soit étudiée à l'Assemblée nationale. Il y a une pression quand même aussi de l'opinion publique qui commence à se renseigner sur la question. Les députés qui se sentent de plus en plus un peu contraints de se prononcer contre les PFAS. Enfin, je trouve ça assez chouette, quoi. Je trouve que c'est une victoire en demi-teinte, bien sûr, puisque la prochaine étape, c'est le Sénat. Et donc, il faut que les sénateurs écolos trouvent une niche pour pouvoir inscrire à nouveau le texte. Et puis, il y a quand même peu de chances pour que ça passe au Sénat, malheureusement. Mais en tout cas, le message est très fort. Le message est fort et la mobilisation, disons, médiatique est réussie. Ouais, la preuve, on en parle sur Backseat. Exactement. mais on en a parlé. Camille Etienne a fait un excellent travail. Une heure de très grande écoute. Je reviens sur le lobby du coup des industriels, en l'occurrence Seb. Seb, il fabrique des poêles à frire, et il fabrique tout un tas d'ustensiles de cuisine. Ils ont fait pression aussi sur l'emploi. En disant ce qui est menacé, ce sont des emplois industriels. Chantage à l'emploi. Mais moi, je trouve ça caractéristique en fait des enjeux autour du climat aussi qu'on a. Ouais, vous êtes gentil avec vos régulations pour le climat, mais en fait, si vous faites ça, on ferme toutes les usines en France et tout le monde est au chômage. Est-ce que c'est ça que vous voulez, une France sans ouvriers, etc. C'est un discours qu'on entend beaucoup, et c'est pas faux. Oui, c'est une stratégie classique et efficace dans un contexte économique comme le nôtre en France, etc. Mais en fait, c'est complètement nier le fait que ce soit, c'est pas ou l'un ou l'autre, mais j'ose espérer qu'il y a quand même d'autres solutions en termes d'innovation de la part du groupe Seb et de recherche pour éviter de mettre en danger les personnes, en fait, ou de nuire à l'environnement et de nuire à la santé des individus. J'avais lu une chimiste qui disait, par contre, oui, ce sera impossible de trouver quelque chose qui soit complètement sain pour l'environnement et pour l'individu et qui permette ce degré-là de longévité ou que sais-je. Enfin, je suis pas super convaincue et je sais pas d'où elle parle, je sais pas d'où elle parlait exactement, mais voilà, c'est ça. Encore une fois, c'est j'allais dire presque de la paresse, de dire en fait c'est l'environnement et c'est la santé des gens qui sont en danger. Partant de là, qu'est-ce qu'il y a de plus important ? C'est clair. Donc partant de là, en fait, on est contraint de trouver des solutions. Et je veux bien que les emplois, c'est extrêmement important, que l'existence des gens en dépende. Mais maintenant, c'est aux dirigeants de faire les bons choix politiques pour changer ça.
C'est l'exemple typique de l'équilibre à trouver entre préservation de l'environnement, préservation de la santé, préservation des emplois et nouvelles innovations technologiques à proposer aux industries qui pourraient venir éventuellement de la part de gouvernants, de députés qui auraient des idées ou je sais pas, est-ce qu'il ne faut pas leur laisser plus de temps pour se retourner et trouver d'autres solutions aussi? Le crédit impôt recherche. T'as raison, il faut les aider. Mais si, t'as raison. D'ailleurs, c'est ce qui a été mis. C'est effectivement ce que demandent les industriels dans ce genre d'évolution législative, c'est laissez-nous le temps de nous retourner. Laissez-nous le temps de trouver les innovations qui vont nous permettre de préserver les emplois. On peut trouver un compromis entre 10 ans pour trouver entre 1 an ou 10 ans pour trouver une nouvelle technologie. Ouais. C'est faisable. Après, je pense qu'il y a aussi un positionnement qui est assez de mauvaise foi. Parce que quand tu vois qu'en fait, il y avait aussi le principe du pollueur-payeur qui a été discuté et qui a été rejeté lors de l'adoption de cette proposition de loi, qui était un principe qui consiste à mettre à contribution en fait les industriels dans la dépollution en quelque sorte. Donc ça reste bancal dans plein de domaines, ça reste bancal dans les déchets d'équipements électroniques, électriques, mais bref, il y a quand même une volonté de la part des industriels, certains industriels, de faire semblant en tout cas de dépolluer. Et là en l'occurrence, ils n'ont même pas cherché à faire semblant, quoi. Ils étaient en mode non, ça c'est mort. Point. Donc il y a aussi, je pense, une certaine mauvaise volonté, il faut le dire, quoi. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du Parlement qui peut, par ces questions, forcer le gouvernement à prendre des positions. Là, c'est un très bon exemple. Il y a un plan d'action ministériel contre les PFAS, donc ces polluants éternels, qui a été présenté en janvier dernier et qui prévoit des normes sur le rejet de l'environnement, porter ce sujet au niveau européen par la voie de la France, améliorer l'état des connaissances, intégrer la question dans le plan de lutte anti-polluants, etc., etc. Donc le gouvernement, les gouvernants sont obligés de prendre des dispositions. Ça a l'air d'être en deçà de la nécessité et c'est pour ça que les écolos ont porté la loi. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps à être porté à la connaissance du public, cet enjeu des PFAS? Ça fait des décennies qu'on achète des poêles à frire et qu'on les raye. Certainement à cause des lobbies, moi, je sais pas. Oui, j'imagine, je sais pas. Après, il y a aussi des questions, il y a beaucoup de choses, je pense, d'un point de vue environnemental, sanitaire, qui posent problème, et c'est aussi choisir qu'est-ce qui est le plus urgent, mais aussi qu'est-ce qui peut mobiliser les gens et quel changement politique on peut obtenir, en fait. Il y a aussi cette question-là, en vrai, d'opportunité. Ouais, voilà, c'est ça, en termes de combat écologique ou de combat quel qu'il soit, c'est qu'à un moment donné, on se dit, OK, ça, c'est pertinent de pousser ce sujet-là parce qu'on est au moment où il y aura une réaction politique qui pourrait être à la hauteur, plus les citoyens seront mobilisés. Et voilà, il y a aussi cette réflexion-là, parce qu'effectivement, il y a énormément de problèmes et je pense qu'il y a aussi des critères qu'on choisit politiquement sur quoi on veut avancer. Sujet à suivre, les amis. Un autre sujet qu'on voulait aborder cette semaine, c'est la question de la surpopulation carcérale. Les derniers chiffres sont sortis et pour les commenter, nous avons une invitée d'actu que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Il s'agit de la coordinatrice sud-est de l'Observatoire international des prisons, Charline Baker. Bonjour Charline Baker. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je le disais en introduction, les chiffres sur la surpopulation carcérale sont tombés. En France, il y a 77 200 détenus pour 61 359 places opérationnelles, soit un taux de remplissage de 125,8%. On a de bonnes chances de dépasser les 80 000 détenus cet été, notamment avec l'approche des Jeux Olympiques et l'augmentation des incarcérations. Je rappelle qu'en 2022, avec un taux de remplissage, la France se classait 3e européenne derrière Chypre et la Roumanie. En 2017, un plan a été annoncé par le gouvernement pour construire 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027. Et on est, semble-t-il, en retard sur ce plan. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres que je viens de donner ? Une profonde consternation, puisque ça fait des années qu'on alerte sur la hausse de la population carcérale. Déjà en 2022, on alertait, on était à peu près à 70 000 personnes détenues et c'était déjà, c'était déjà beaucoup, beaucoup trop. Pour rappel, on a 61 000 places de prison environ. Et là, on voit les chiffres qui augmentent mois après mois. Donc là, chaque mois, on fait un communiqué en disant « Ouh, un record a été battu ». En fait, finalement, c'est même plus une surprise chaque mois. Vous disiez les chiffres. Effectivement, là, aujourd'hui, on est à 76 766. Et on est quasiment certain que là, au 1er avril, la barre des 77 000 a été franchie. Et en fait, rien n'y fait, quoi. Ça veut dire quoi, concrètement, la surpopulation carcérale sur le terrain ? Ça marche comment ? C'est les maisons d'arrêt ? Comment est-ce que ça se voit ? Alors, ça se voit effectivement, vous l'avez dit, beaucoup dans les maisons d'arrêt qui sont ces établissements où on incarcère les personnes à la fois en attente de jugement et les personnes condamnées à des courtes peines. En théorie, c'est moins de 2 ans. Dans les faits, aujourd'hui, une peine de moins de 5 ans, elle s'effectue quasiment exclusivement en maison d'arrêt. 7 personnes sur 10 détenues le sont en maison d'arrêt et ces maisons d'arrêt, elles sont surpeuplées. Donc là, le taux global, vous l'avez dit, c'est 120%. En maison d'arrêt, c'est 145%. 145% de taux de remplissage. De taux de remplissage avec notamment quasiment 70 établissements qui sont à plus de 150%.
et une grosse poignée, entre 10 et 15, je crois, qui sont à plus de 200%. Et vous, à l'Observatoire international des prisons, vous recevez des appels de détenus notamment. Vous avez des témoignages, qu'est-ce qu'ils vous disent, les détenus ? Ouais, alors du coup, on a une permanence, nous, qui est ouverte tous les jours, sauf le mercredi de 14 à 17. Et ce qui relève de la permanence, c'est un peu une photo, un instant T de ce qui se passe en prison, de ce qui se passe très mal en prison. Le premier problème, c'est l'accès aux soins, parce qu'en fait, du coup, les équipes soignantes en prison, elles sont dimensionnées par rapport à la taille théorique de la prison. Donc, par exemple, une prison de 200 places, une équipe soignante pour 200 personnes, mais quand ils sont 400, les soignants, ils sont toujours au même nombre. Toujours le même nombre, ouais. Voire un peu des fois sous-cotés, puisqu'il y a des spécialités médicales qu'on n'arrive pas à recruter et à envoyer en prison, des kinés, des dentistes. À Corba, là, pendant presque 1 an, ils n'ont pas eu de médecin généraliste, donc ils appelaient des intérimaires à droite, à gauche, mais il n'y avait pas de suivi. Il y a des prisons, il n'y a pas de psychiatre pendant des fois aussi des années, puisque c'est une profession qui est désertée, qui est en difficulté, alors que les besoins en soins de la population carcérale sont nettement supérieurs, sont énormes par rapport à la population extérieure. Sacha ? On sait qu'on ne parvient pas à accueillir correctement et dans de bonnes conditions, surtout tout le nombre de condamnés qu'on a en France actuellement. Jean le disait tout à l'heure, il y a 15 000 places qui étaient prévues pour 2027. Est-ce que c'est encore un gros mot de dire qu'il faut construire plus de places et plus de prisons ? Est-ce qu'on l'associe forcément à plus de condamnations, ou est-ce qu'on a le droit juste de se dire que plus de prisons, c'est mieux accueillir les gens qui sont emprisonnés ? Non, c'est un peu le premier réflexe auquel on pense quand on pense résoudre la surpopulation carcérale, c'est dire qu'il faut construire plus. Macron avait dit 15 000, Ciotti en a rajouté 3 000 de plus, donc là on a son objectif de 18 000 nouvelles places de prison, ça va coûter 4,5 milliards d'euros à terme, c'est un budget qui est phénoménal, et en fait on le sait, construire plus ne résout pas du tout la surpopulation, plus on construit, plus on remplit. La nature a horreur du vide, et quand on regarde les courbes depuis les années 1980, la démographie a augmenté de 29-22%, la population carcérale de 129%. Et c'est pas non plus du tout corrélé à la hausse de la délinquance. Donc en fait, juste plus on construit, plus on va incarcérer des petites peines ou des mecs qui auraient pu faire leur peine à l'extérieur, ou des petits délits qui auraient été condamnés à des tiges ou à des amendes. En fait, s'il y a des places de prison qui s'ouvrent, on va s'engouffrer dedans. Et on le sait, c'est la politique des gouvernements depuis les années 80 de construire plus, et ça n'a jamais rien résolu. Donc il faut au moins condamner ? Il faut peut-être aussi condamner différemment. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Quand on regarde le budget de la pénitentiaire sur 2023, il y a 680 millions qui sont fléchés sur la construction et 50 millions qui sont fléchés sur les peines alternatives et les aménagements à la détention. Bon, effectivement, avec 50 millions, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien du tout, en fait. C'est un pansement sur une jambe de bois. Et il faut renverser le prisme, en fait. Flécher avant tout sur la réinsertion, flécher avant tout sur les peines alternatives. Il y a des peines qui se font à l'extérieur, dans la société, qui vont contribuer à former les gens, à les insérer, peut-être à les soigner. La prison, aujourd'hui, c'est un peu une politique de l'autruche, et on te met à l'écart pendant 2 ans, 3 ans. Et en fait, en théorie, la prison elle est censée punir et réinsérer. Aujourd'hui, l'aspect réinsertion, on n'a pas du tout les moyens de le remplir. Léa ? Vous parliez tout à l'heure de l'accès aux soins qui est entravé, notamment. Moi, je me suis un peu intéressée à la situation des femmes et des personnes trans en prison. Est-ce que vous avez des éléments sur la situation en France, des chiffres à nous communiquer sur... Est-ce qu'il y a une approche genrée au sein de votre organisation, justement ? Oui, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Après, effectivement, il y a 97% d'hommes en détention, donc les femmes, c'est à peu près 3%, ça reste plutôt stable. Les personnes trans, il n'y a pas de comptage de statistiques précis, on l'estime à plusieurs dizaines. Après, nous, quand on travaille sur les femmes, effectivement, on se rend compte que la prison pour femmes, c'est un peu la relégation dans la relégation. C'est-à-dire qu'on manque cruellement de moyens pour tout le monde, mais du coup encore plus parfois pour les femmes, puisque qu'en fait, quand on va réussir à dégoter un prof de français, par exemple, on va peut-être le flécher pour les mecs en priorité. Pareil, les activités, on se rend compte que les femmes, souvent, c'est un isolement encore plus accru, avec des biais un petit peu genrés aussi et tout, mais il y a beaucoup d'activités en prison qui sont faites par des bénévoles. Alors, on va pas leur dire non aux bénévoles, mais souvent, pendant les bénévoles qui s'intéressent aux prisons pour femmes, elles vont proposer de la broderie, de la couture, du maquillage. En fait, c'est très chouette qu'elles interviennent quand même, mais on voit un petit biais un peu genré dans la manière d'approcher ces sujets. Et pour les personnes trans, le plus gros problème aujourd'hui, c'est un peu le traitement qui ne s'apparente pas du tout à leur genre. Et c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'opération de réassignation sur l'état civil, ça va être dans une prison pour mecs, et en fait, souvent, c'est à l'isolement pour leur protection. Et du coup, en fait, ça fait quand même des détentions qui sont extrêmement dures. Il y a quelques personnes qui réussissent à être dans les grands quartiers, donc un peu de côtoyer des gens, mais on leur dit, par exemple, pas de maquillage à l'extérieur de la cellule, pas de vêtements féminins à l'extérieur de la cellule. C'est un peu une transe. Tout est un peu réprimé, et caché au regard. Je peux poser une deuxième petite question ? Oui, Léa, si tu veux, vas-y. Deux questions en une, pour pas non plus vous monopoliser. La France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, que j'aimerais rebaptiser ce soir en droit humain, de manière totalement unilatérale. Ça donne pas vraiment de résultats, en fait, puisque la surpopulation, en fait, le fait qu'il y ait de la surpopulation, on assimile ça, la CEDH assimile ça à des traitements inhumains et dégradants, donc ça contrevient
à la Convention, dont la France est partie. On ne voit pas vraiment de résultats très concrets sur l'amélioration de la situation. Qu'est-ce que la France fait? L'autruche, bien sûr, paye des amendes. Comment ça se passe très concrètement? Parlez bien dans le micro, Charline Becker, s'il vous plaît. Merci. Il ne se passe pas grand-chose, effectivement, comme vous l'avez dit. La France a été retoquée justement très récemment par le comité de suivi suite à la condamnation de 2019 en disant vous n'avez pas fait grand-chose, voire rien du tout. Et dans cet avis, il réinsistait sur la solution, enfin en tout cas une politique pour laquelle on plaide aussi, de mise en place urgemment d'un mécanisme de régulation carcérale contraignant en disant il y a 61 000 places, on veut 61 000 personnes et pas une de plus. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour l'instant, les condamnations de la CEDH... parce qu'elles sont quand même censées être contraignantes, avec des astreintes. Mais ça marche pas. Et ça marche pas. Latifa? Oui, quand on peut voir de temps en temps des vidéos filmées par des détenus sur les conditions, notamment la présence de rats, la promiscuité, la saleté, etc. au sein de certaines prisons. Voilà, on en parle un petit peu, mais comment on fait quand on est détenu justement pour se faire entendre, pour faire en sorte que les choses changent, etc. Parce que c'est un message qui est parfois difficile à porter auprès de la population libre qui dit oui, mais bon, comme ils ne sont pas innocents, je vois pas pourquoi on s'inquiéterait pour eux. Comment on fait pour porter finalement ce message-là? Jusqu'à une époque, il y avait un syndicat des détenus, mais c'était plus un média en ligne ou un compte qui relayait certaines informations. Quel rapport? Est-ce que c'est une question qui préoccupe le gouvernement? Est-ce que c'est difficile de plaider pour cette cause-là? Charline Becker. Alors effectivement, c'est un sujet qui passionne pas les foules. C'est un sujet sur lequel les réactions sont aussi très viscérales. On a une image très biaisée de qui est en prison, des grands criminels, des violeurs, etc. Enfin voilà, 80% des gens en prison sont là pour des délits. Enfin voilà, c'est un sujet qui suscite beaucoup de fausses idées, beaucoup de réactions violentes, et les gens ont beaucoup de mal à accepter que la peine de prison, c'est une peine de privation de liberté, de la liberté d'aller et venir. Point barre. C'est pas censé être une privation du reste, une privation de ton droit de voir de la famille, de l'hygiène, de se soigner, de se former. Mais cette conception-là de la punition, elle est très dure à faire accepter aux gens. On a encore des mécanismes très archaïques de sentiments de vouloir de vengeance, de faire le mal. Enfin voilà, on voudrait que les personnes souffrent. Et effectivement, politiquement, c'est un sujet qui est touchy politiquement, puisqu'en fait, démagogiquement, c'est s'exposer à beaucoup de réactions négatives. Voilà, très simple. L'opinion publique, la population changeait par rapport justement à ce rapport à la question carcérale, dans un sens comme dans un autre. Est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce que c'est toujours ce que vous décrivez? Non, c'est un peu malheureux à dire. Nous, on fait beaucoup d'efforts de sensibilisation, de pédagogique, de vulgarisation, mais en fait, on a l'impression que aussi les grands médias, les faits divers, la mise en avant des faits divers aussi, les plus sanglants possibles, les plus trash n'aident pas. Et en fait, quand on voit, je vous parlais des prisonniers qui se filment dans leur cellule contre TikTok, plutôt que de s'axer sur qu'est-ce qui se passe dans la cellule, est-ce que vraiment c'est des bonnes conditions, on va crier au loup, oh là là, ils ont des téléphones en détention. Oui, ils ont des téléphones en détention. Le téléphone portable autorisé coûte 7 fois plus cher qu'à l'extérieur. Les gens en plus, c'est un sujet sur l'accès au numérique, etc. des détenus. C'était aussi un sujet qui existait. Mais en fait, oui, et puis de voir qu'en prison, il y a des inégalités qui se reproduisent, qui existent aussi dans la vie. Les personnes qui peuvent cantiner, se payer de la nourriture correcte en prison, c'est ceux qui peuvent recevoir de l'argent de l'extérieur. C'est pas le cas de tout le monde. Non, pas du tout. Ça coûte cher de vivre en prison, en fait. Et oui, c'est une réalité qu'on voit pas du tout, ou quasiment pas. Pas du tout. En fait, les prisonniers peuvent recevoir des mandats de leur famille pour les aider à cantiner. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire à améliorer l'ordinaire, ne pas se contenter de la barquette de nourriture distribuée midi et soir, qui est souvent pas très bonne et pas en très grande quantité. Mais tout ça, ça coûte très cher. Il faut continuer le tabac aussi. Et en fait, souvent, les familles envoient de l'argent. Et souvent, quand on incarcère une personne détenue, c'est souvent sa compagne ou sa femme ou sa mère, ses sœurs qui vont lui envoyer de l'argent. Et en fait, on appauvrit aussi tout un cercle familial, et le poids de l'incarcération se répercute aussi sur les femmes à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre organisation, l'OIP, l'Observatoire international des prisons? Qu'est-ce que vous faites? Du coup, l'OIP, c'est une asso qui a 25 ans, qui travaille du coup vraiment à défendre les droits de l'homme en prison. Donc déjà, avec tout un travail de permanence, d'accueillir les saisines des personnes détenues, d'y répondre, de les aider à faire valoir leurs droits, et puis d'enquêter aussi beaucoup. C'est-à-dire que la prison, c'est un monde clos. Les associations qui interviennent et qui voient des choses sont subventionnées par le ministère de la Justice, donc elles n'ont pas non plus une liberté de parole énorme pour dénoncer ce qui s'y passe. Les fonctionnaires sont soumis du coup au secret professionnel, et c'est un monde clos. Donc nous, on a vraiment un travail d'enquête, on est une équipe de journalistes aussi, vraiment d'aller creuser à la fois sur des dysfonctionnements ponctuels, tel ce détenu qui s'est fait frapper par des surveillants, des dysfonctionnements plus systémiques, plus structurels. Donc voilà, c'est vraiment produire une masse d'informations énorme sur ce qui se passe en prison, pourquoi aussi les politiques actuelles ne fonctionnent pas, et puis avec tout un volet aussi du coup contentieux pour attaquer la prison à la fois devant les tribunaux nationaux et internationaux.
de plaidoyer. Enfin voilà, c'est un peu une asso 360 degrés. C'est vrai que le monde pénitentiaire, on a du mal à s'en rendre compte, mais c'est une myriade d'organisations qui interviennent dans et hors des prisons auprès des publics concernés. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes en train de muter dans votre modèle de financement. Vous n'êtes pas financé par des subventions, vous ne l'êtes plus. On a une nette baisse des subventions publiques. On est passé de plus de 60% de financement public à moins de 20%. Donc on essaie de compenser par des appels aux dons, par des financements privés. Mais bon, pour des entreprises ou des fondations, la prison, c'est quand même pas extrêmement sexy comme sujet. Après, effectivement, et on refuse catégoriquement toute subvention du ministère de la Justice, toujours dans un souci d'indépendance pour pouvoir les critiquer à notre guise. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Vous faites un appel aux dons? Vous tournez vers des fondations, vers des entreprises? Oui, du coup, là, on appelle n'importe qui peut nous soutenir, à la fois des entreprises, des barreaux, des fondations, des particuliers, puisque là, aujourd'hui, on a fait un appel à dons d'urgence, puisque nos actions sont à très court terme menacées. En fait, on a perdu énormément de financement ces dernières années, avec un travail extrêmement serré, de maîtrise de nos coûts, qui sont essentiellement des coûts salariaux. En fait, on ne fait pas grand-chose de plus. Mais voilà, là, vraiment, la situation était vraiment dramatique. Sacha ? De ce que j'ai lu un peu partout, on voit qu'il n'y a pas qu'un problème de place, il y a aussi un problème de surveillants, des heures à rallonge, des heures sup. Ça fait un peu la même impression qu'à l'hôpital, pour le coup, avec un manque de personnel assez important. Les syndicats estimaient qu'il manquait à peu près 5000 surveillants. Comment vous l'expliquez ? C'est une accumulation de problèmes, en fait. C'est ça, c'est un système qui va imploser. Et surveillant, c'est quand même un métier qui est extrêmement compliqué, qui n'est pas très bien rémunéré, avec des mutations à droite à gauche dans des endroits pas très sexy. Joue la ville, ça ne fait pas forcément rêver. Quand tu as 18 ans et que tu sors de l'ENAP, ce n'est pas ton affectation rêvée. Et c'est un métier qui est très dur, puisqu'en fait aussi, en fait, ça s'enclenche. Surpopulation carcérale, ça veut dire aussi beaucoup de postes non pourvus, beaucoup d'agents en arrêt maladie. Puis après, des agents qui se retrouvent sur un étage. Un étage, c'est 100 personnes. Et l'après-midi, il faut les faire sortir en promenade, il faut les amener au parloir, il faut les amener aux soins. Évidemment qu'ils ne peuvent que craquer. Ça se manifeste par des arrêts maladie et des services qui sont sous effectifs. À la prison de Var, cet été, ils étaient 23 surveillants au lieu de 60 un jour J. Et du coup, effectivement, ça impacte aussi sur les personnes détenues. Et elles-mêmes pètent des plombs. Voilà, donc, du coup, c'est vraiment un cercle vicieux. Est-ce que... Pardon, Vas-y, Léa, dernière question. Ça me passionne. Est-ce qu'il y a un mouvement d'abolitionnisme pénal et carcéral qui prend beaucoup, notamment outre-Atlantique aux États-Unis depuis un certain nombre d'années? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à venir en France? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous faites du plaidoyer dans ce sens ou pas du tout? Alors nous, on n'est pas une asso qui est abolitionniste. Okay. Déjà, essayer de plaider le réductionnisme, c'est déjà assez compliqué. On se prend assez de shitstorm comme ça. L'abolitionnisme, c'est l'étape d'après. Donc nous, en interne, on en discute. Ça c'est intéressant. Ça fait pas partie aujourd'hui de nos axes de plaidoyer. Ça serait, on va déjà aujourd'hui plaider moins de personnes en prison, ça serait déjà inatteignable. Plaider l'abolitionnisme carcéral ou pénal, ça serait peut-être un peu too much pour nous. On n'est que 11 salariés quand même. Merci beaucoup, Charline Baker, d'être venue témoigner sur la situation carcérale. Je vous laisse quitter le plateau. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Backseat. Je crois que je pars pas. Je crois que je pars pas. C'est un moment hyper gênant où peut-être tu t'attendais à ce que je parte. Je sais pas, casse-toi sur ton plateau. Non, je sais. Je vais regarder. Attends. Un plat, non, c'est bon. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous pour le jeu. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le jeu à la con. Allez. Le jeu à la con, comme chaque semaine, vous allez devoir deviner des personnages qui vous sont attribués. J'ai eu Raymond Barre la semaine dernière. Qu'est-ce que tu veux que je... C'est mon premier jeu à la con. Sacha, allez, courage, Sacha, tu vas y arriver. C'est ton premier jeu à la con, Adèle? Je l'avais animé une fois. Non, oui, tu l'avais mais j'ai jamais deviné. Tu vas voir, c'est vachement facile. Ok. Oh là là. Ah. Il n'y a pas de thème cette semaine? Si. Attends, Jean, t'en as un toi ou pas? Non, moi j'en ai pas, je joue pas. Moi j'anime l'émission. J'ai pas le thème. Mais moi non plus, j'ai pas le thème. Ah si, moi j'ai le thème, mais j'ai pas d'idée sur... Oh, un peu de culture. Merci. C'est pour ça que je perds à chaque fois. Voilà. Mais le thème va pas vous aider à trouver, le thème c'est Pâques. Ah ouais, waouh. Ah ouais, non, attends. Le thème c'est pas genre, Pâques. Tu l'avais toi? C'est une fake news, c'est pas Pâques le thème. C'est pas Pâques, c'est quoi le thème alors? C'est les fêtes religieuses. Ah, c'est les fêtes religieuses, ouais. Ah ouais, putain, vous êtes trop fort, je l'avais. Ah, c'est ça, t'as raison, c'est les fêtes. Bref, qu'est-ce qui veut commencer? Pardon. Est-ce que je suis un homme ou une femme? Est-ce que tu es un homme ou une femme? Tu es un homme, Sacha. Félicitations. Est-ce que je fais partie du gouvernement? Négatif. Non. Ok. Allez.
Les mêmes questions que Sacha. Non, alors c'est une question. Tu es une Parle femme. bien dans ton micro, Latifa, s'il te plaît. Pardon. Femme et pas gouvernement non plus. Mais non, faut qu'elle dise la question. Oui. Elle a ou dit non. même question que Sacha. Ah, oui, Ouais. oui. J'ai dit chips. Adèle, vas-y. Ça triche Est-ce direct. que je suis une femme? Non. Très bien. Négatif. Voilà, je passe. Allez, Léa. je prends des notes parce que sinon après je suis. Ouais, je vais faire pareil que toi. Moi, je suis contente, j'ai jamais été une femme avant. Bienvenue, Euh, Latifa, dans ce monde. Est-ce que je suis un homme? Oui. Oui. Est-ce que je suis encore en vie? Oui. Oui. Moi, je sais pas qui t'es. Hein. Moi non Je préfère prévenir, je ne sais pas qui t'es. Force à toi. Un homme méconnu, encore en Oui. vie, méconnu. Un homme méconnu. Méconnu, mais qui fait néanmoins de la politique. Oui, C'est une absolument, excellente question. absolument. Politique, d'accord. Super, encore, je vais me faire niquer comme d'hab. Un papier, un stylo. Méconnu, politique. Est-ce que je suis élu Oui, tu es élu. au niveau européen? Oui. Ah, Est-ce que j'ai été ministre? non. Oh putain, je sais bien. Adèle, à toi. Je me souviens plus de la première réponse. C'était un peu l'émotion. Tu es un homme. Je Tu suis es un homme. Est-ce que je suis mort? Non. Non. Non, je suis vivant. Oui, tu es vivant. D'accord. Je suis vivant. Est-ce que Non. je suis au gouvernement? Non, Non. quand tu dis perdu. Ah, j'aurais oui, dû quand tu formuler dis ce que je suis oui. vivant. Mais bien sûr, pardon. Oh là Quand là. tu dis, Donc tu ne quand joues on plus. dit non, tu passes à. Oh là là, je discute pas les règles, t'inquiète. Ok. Sacha. Est-ce que je suis élue? Non, tu ne l'es plus. Oh, waouh. Latifa. Est-ce que je suis élue? C'est les gens dans les jeux qui font tout pareil que les autres. En attendant. Oui, tu es élu. Oui, tu es élue. Ah, je suis élue. Est-ce que je suis du parti présidentiel? Non. Léa? Est-ce que je suis de droite? Je sais pas. Non. Non. Pas de droite. Note bien. Donc, du coup, est-ce que je suis au gouvernement? Non. Non, ok. Bah, C'était quoi ta question comme j'avais pas pu avoir la. C'était quoi ta question Est-ce que je suis au gouvernement? Mais là, je crois Non, que j'ai tu vraiment. n'es pas au Je suis gouvernement. vivant, mais je suis pas au gouvernement. Oui, absolument. Ok. À quoi ça sert donc d'être en vie? Mais ça reste vaste, hein, quand même. J'ai pas beaucoup resté. Je suis de droite? Oui. Ah oui. Mais attends, j'ai un doute. Oui. Est-ce que j'ai déjà eu un poste gouvernemental? Oui. Est-ce que j'ai déjà été Premier Il ministre? faut parler au passé de toi. pardon. Ah, je suis morte? Tu es décédé. Tu es tristement décédé. Non, pas Premier ministre. Non, tu n'as jamais été Premier ministre. Mais pas loin. Pas loin. Moi, est-ce que je suis de droite? Pas tellement. je déconne. Enfin, ça dépend où tu Non, situes la non, droite, non, mais je non, crois pas. t'es Enfin, moi, je le mets Non, pas. Non, t'es pas droite. Ah non, tellement. t'es pas de Officiellement, droite, non. Il y a quand même eu un doute. Non, Non, il n'y a C'est pas de doute. Non, C'est non, qu'elle mais est pour pas les tout gens à qui fait de mettent gauche. Benoît Hamon à droite, tu vois. Ah, C'est oui. plutôt ça. Non, mais Bon, l'indice, c'est fête chrétienne. Vous l'aurez compris. Oui. On avait dit ça, ok. Ah oui, ouais, mince, j'ai pas pensé à ça, moi. Oh non, c'est bon. J'ai Ça eu peut être peur dans le d'être nom et le prénom, hein. Jean-Frédéric, Ça peut Jean-François être dans le nom Poisson, ou le là. prénom. J'ai eu peur. Ah, c'était Malek la semaine dernière. parce que j'ai plein de. Jean-Frédéric Poisson. Voilà, Jean-Fred. Donc c'est à moi? Ou non, Latifa, c'est à toi? C'est pas Adèle? Non, c'est à moi, je crois. Tu viens de poser ta question ou pas? Bah moi oui, je suis pas de droite. Oui, c'est ça, c'est cette question. Léa. Ok. Terrifiée Est-ce par ma que je culture suis religieuse. un élu français Oui. Oui. avec des responsabilités au niveau national? Non. C'est trop. Bah oui, c'est vrai, non. Attends, les fêtes. Ok. Bah du coup, ça me... Est-ce que moi je suis élue? Partez des fêtes. Hein. Est-ce que tu Non. es élu Non, tu ne l'es plus. Ah, mais je l'ai été. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut se faire la liste de toutes les fêtes, s'il vous plaît? Ah ouais. À toi. Vas-y. Non, parce qu'on a Noël, là, tout ça. Ah, je crois que je l'ai. Ah, peut-être. Pâques. Mais non. Bah ouais, je sais Ouais. pas, l'ascension, l'assomption, ça n'existe pas. Ah oui, l'Ascension. L'Assomption. C'est Ouais. je regrette de Non, pas- c'est l'Ascension ou C'est la même Il y a les Jean-Michel Assomption. Je suis Jean-Michel Assomption. Oh là là. Je crois que je l'ai. Je peux tenter ou pas? Ouais, vas-y. Bah oui. Est-ce que je suis Pascal Canfin? Absolument pas. Non. Mais ça aurait pu, Pascal, t'as raison. Bah. Pascal, ça Ah aurait pu. putain. La fête Pascal, la fête de Pâques. Mais non. Ouais. Un autre. Donc moi, je suis une femme de gauche. Oui, tu es une femme de gauche. Je suis en vie. Oui. Non, mais il y a qu'un vieux nom, mais il y a Marie-Noël Lindemann ou quelque chose. Non. Non, ça aurait pu, mais non. Ça aurait pu, il y a Noël. Ça... Ouais, moi j'ai tout Non, non. ça joue, pareil. Est-ce Mais, que je suis morte il y a longtemps? Non, il n'y a pas très longtemps. Mais t'es Enfin, pas il y a mort 10 ans, il y a parce que 10 ans. t'es un homme déjà. Non, peut-être pas 10 ans. 8 ans.
Je sais pas si ça t'aide vraiment en fait. Non. Est-ce que je peux demander qui je suis Marie Toussaint? Oui. Bravo Latifa. Ah, attends. Bravo Latifa. Bon, il y a la Toussaint, on a trouvé. Il y a quoi d'autre comme fête Moi, du coup, Noël, Jean-Noël Barrot, Noël Lenoir. Non. C'est pas Noël? T'as plus le droit de deviner, ça peut. Ah. Est-ce que je suis député européen? Oui, tu es député européen. Pour un parti éclaté au sol? Tu es... Lequel? Le parti C'est à pirate. toi de me dire. Non, je sais pas. Tu es passé des écolos aux insoumis. Oh waouh. Adèle, t'étais sur la bonne route, t'étais sur la bonne voie. Mais alors là, j'ai pas d'autres Noël qui me viennent en tête, donc je me sens vraiment sotte. Si, non, mais je vais triste comme la semaine dernière. À la retraite. À la retraite. Qui il fut un temps était célèbre, mais beaucoup moins maintenant. Je suis perdue là. Et c'est toujours un homme, hein. Oui, toujours un homme. Il a pas changé. Il a pas changé de sexe. Ouais. Attends, il est de droite? Non. De gauche? Oui. Ah, il a été présentateur télé, journaliste. Oh, Noël, ma mère. Bravo. Est-ce qu'il y a Pascal dans mon prénom ou mon nom de famille? Presque. Pas loin, ouais. Pas loin, ouais. Dans le nom de famille. C'est quoi les fêtes là? Charles Pasqua. Bravo. Ouais. Vous êtes ignoble avec moi. Semaine après semaine, c'est un carnage. Décédé en 2015. J'ai vérifié. Ouais, 2015, j'ai oublié, ok. mais décédé en 2015. Oh, wow. Est-ce qu'il y a moyen que je le connaisse pas? Il y a moyen que tu le connaisses pas. Ouais, super. il y a moyen. Moi, je l'aurais pas connu, par exemple, bien. Il s'est fait connaître parce qu'il était maire de Grande-Sainte. Ah, Damien Carême. Damien Carême. Bravo les amis pour ce jeu à la con, il était vraiment pas facile cette semaine. On va faire une petite pause. Après la pause, les amis, soyez là puisqu'on va recevoir en partenariat avec le Parlement européen 2 députées européennes. Il s'agira de la candidate pour Renaissance Marie-Pierre Védrenne et pour la France Insoumise Manon Aubry. C'est parti pour la pause, à tout de suite après la pause.